Dimanche 21 avril 2019, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Comme tous les dimanches, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de Mousselmi Malam Sita. Il est le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC. Bonsoir Mousselmi. Bonsoir monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour m'avoir invité. Donc, le temps de vous trouver tout à l'heure. Donc, annonçant que cette cérémonie ce matin au niveau de la présidence de la République, c'est celle de la levée du corps de l'ancien colonel à la retraite Boulama Manga. C'était un ancien membre du conseil militaire, suprême militaire, et a dirigé le Niger de 1974 à 1987. Il s'est éteint hier, samedi 20 avril, à l'âge de 79 ans. Le résumé de ces moments avec Adam Ousmana et Sadouni. De Dieu nous venons, à lui nous retournerons. Cette cérémonie qui a enregistré la présence d'illustres personnalités civiles et militaires du pays avec à leur tête le président de la République, des membres du corps diplomatique accrédités au Niger, se veut celle d'un dernier adieu au colonel à la retraite Boulama Manga, de son vivant grand chancelier des ordres nationaux. Rappelé à Dieu le 20 avril 2019 des suites d'une maladie, le défunt eut un parcours exceptionnel de son vivant. Le colonel Boulama Manga est né le 12 avril 1940 à Guinguinéo. Promu sous-lieutenant le 1er juin 1964, il a régulièrement gravi tous les niveaux de grade jusqu'à la consécration au grade de colonel le 1er octobre 1987, avant de faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 1996. Il a successivement exercé les fonctions d'État comme ministre des Affaires économiques de 1974 à 1975, comme ministre de la Santé nationale, de la Santé publique, de 1975 à 1976, comme ministre du Développement rural de 1976 à 1978 et comme ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de 1978 à 1979. Vos qualités exceptionnelles de chef militaire et d'homme d'État justifient à elles seules vos innombrables décorations. Ainsi, Grand Croix dans l'Ordre national du Niger, commandeur dans l'Ordre national du Bénin, commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire, officier de la Légion d'honneur française. D'une tolérance extrême, vous êtes resté attaché à l'unité et à la cohésion du groupe, réservant une place de choix à l'amitié. Occasion pour ses anciens compagnons et frères d'armes de rappeler quelques qualités humaines du défunt, les ayant marqués. Au lendemain de sa sortie de prison en novembre 1987, je suis allé à l'aéroport militaire pour accueillir l'homme qui rentrait d'Agadez, où il venait de passer 7 années à la maison d'arrêt. Après 2 jours passés à recevoir les félicitations de ses nombreux parents et amis, il m'a demandé au soir du 2e jour de rester jusqu'au départ du dernier visiteur pour m'entendre dire, je cite, « Écoutez mon capitaine, je vais à partir de 6 heures du matin me rendre à Fandou pour prier et me recueillir sur la tombe du général et pardonner à ce grand chef qui a beaucoup donné au Niger. Mais comme beaucoup de nos compatriotes qui manquent certainement de tolérance ne comprendraient pas un tel geste de ma part, soyez présents dès 7 heures du matin chez moi pour accueillir les visiteurs et détourner leur attention en faisant croire que je me suis rendu à l'état-major, et ce, jusqu'à mon retour, ce qui fut fait.
Après les honneurs militaires, le chef suprême des armées et le chef de l'État s'est présenté devant la dépouille pour dire une fatia et par la suite présenter ses condoléances à la famille du défunt qui laisse ainsi une veuve, 9 enfants et 20 petits-fils. Mon colonel, la terre te soit légère. Amin. Amin. Paix donc à l'âme du disparu. Les pays du bassin du lac Tchad étaient en conclave hier. Donc, les chefs d'état-major des pays du bassin du lac Tchad étaient en conclave hier à Niamey. C'était une rencontre pour parler de la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Les éléments de cette secte ont déstabilisé les pays du bassin, notamment le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Cette réunion va permettre donc à ces différents pays d'unir leurs forces pour combattre l'ennemi. La réunion a pris fin sur une note de satisfaction totale. Les images. Durant 2 jours d'intenses travaux, les chefs d'état-major des armées des pays du bassin du lac Tchad ont échangé sur les nouvelles stratégies à mettre en œuvre pour combattre Boko Haram, ce groupe qui s'est vu dans cette zone depuis plusieurs années. Les participants à cette rencontre de Niamey, une rencontre d'une importance capitale pour le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun, restent convaincus que l'ennemi sera vaincu quel que soit le temps que cette guerre contre Boko Haram va prendre. Nos pays sont confrontés à un défi sécuritaire majeur dans le bassin du lac Tchad. Nous faisons face à une guerre qui nous a été imposée, dont nous n'avions pas besoin, parce que les maigres ressources dont nos États disposent, nous aurions préféré les consacrer au développement économique et social de nos États, au lieu de les consacrer à des dépenses de défense et de sécurité. Je disais donc que c'est une guerre injuste que nous n'avons pas demandé et qui nous a été imposée et à laquelle nous devons malgré tout faire face avec détermination pour la gagner. Parce que je suis convaincu que nous pouvons la gagner et que nous la gagnerons. Parce que nous nous battons pour des valeurs. Alors que l'ennemi que nous avons en face, je veux parler du groupe terroriste Boko Haram, on ne sait même pas quelles sont les valeurs pour lesquelles il combat, pour lesquelles il se bat, s'il y en a. On nous a toujours fait croire que c'était au nom de la religion, de l'islam particulièrement, mais nous sommes en majorité, en tout cas ici, musulmans, et nous savons que nulle part dans les textes sacrés de l'islam, il n'est dit qu'on peut aller tuer des femmes, des enfants, des vieillards innocents au nom de l'islam. Au contraire, cela est proscrit par toutes les religions monothéistes d'ailleurs, pas seulement l'islam. Nous faisons face à un ennemi dont nous ne savons même pas ce qu'il veut, avec qui on ne peut pas négocier, parce que pour négocier avec quelqu'un, il faut qu'il ait une revendication, qu'elle soit territoriale ou idéologique, en tout cas qu'il revendique quelque chose. Là, en ce moment, on peut négocier. Mais on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui n'a aucune revendication. Le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, se réjouit des engagements, mais aussi de la détermination des pays de travailler en synergie pour lutter contre le terroriste de Boko Haram. Au Niger, c'est dans la région de Difa que le groupe terroriste mène des attaques depuis février 2015. Cérémonie de remise de l'eau hier soir au stade général Sénécountier par Move Niger. Cette cérémonie a consacré 10 gagnants Move Keys. C'est le nouveau jeu initié par cette compagnie de téléphonie mobile. Précision avec Abdrazak Amidou Léo et Abouakar Soleil. Après le succès Move Quiz, Move Niger revient avec Move Quiz 2, un nouveau jeu de culture générale qui va permettre aux abonnés Move de gagner de nombreux lots. Et chaque semaine, une dizaine de gagnants seront récompensés. Move Quiz, c'est la prolongation, comme on le dit. On avait récemment lancé Move Quiz entre janvier et mars.
C'était une action sur les SMS qui consistait à envoyer des SMS au 4046, répondre à des questions pour bénéficier de certains lots comme des téléphones Accent C6, un iPhone X et puis des motos. C'est assez simple, la souscription est gratuite, on envoie Move par message au 4046. Les réponses aux questions coûtent 50 francs. Pour les bonnes réponses, l'abonné reçoit 10 points. Lorsque la réponse est mauvaise, il reçoit 5 points. Quand il cumule 50 points dans la journée, il a la chance, et bon, il peut bénéficier d'un Accent C6, après un tirage bien sûr. Quand il cumule 400 points dans la semaine, il est éligible pour le tirage de la moto. Et quand il cumule 900 points dans la semaine, il est éligible pour le iPhone. Contrairement à l'édition précédente, cette fois c'est 2 motos chaque semaine et un iPhone chaque semaine. Alors que l'édition passée c'était un iPhone chaque 2 semaines et une moto chaque semaine. Un jeu qui fait des heureux et qui est bien accueilli. Cette belle moto. Et puis je remercie tous le service au Move Niger. Vraiment je remercie pour ces cadeaux. Parce que ça, en tout cas, ça nous influence en tout cas au jeu. Parce que non seulement les questions qu'ils nous posent sont très importantes. Et puis s'ils nous posent ces questions-là, à l'aide de ces questions, on arrive à savoir aussi. À avoir les savoirs. Parce qu'ils vont nous pousser à faire des recherches. Donc à l'aide de ces recherches, on a encore plus de savoir à accumuler. Vraiment grand merci pour le mieux. Move Quiz se tiendra sur un mois et prendra fin le 5 mai prochain. Difficile pour beaucoup de pères de famille d'avoir les actes de naissance des enfants. En tout cas, les plaintes sont nombreuses. De leur côté, les services d'état civil font de leur mieux pour faciliter la délivrance de cette pièce. Reportage Asama Seydou et Sadouni. L'acte de naissance, première pièce d'état civil dont tout homme doit se munir, est délivré dans les différentes communes du pays. L'acquisition de cette pièce, qui jadis ne pose aucun problème, se trouve être de nos jours un casse-tête pour la population. Qu'est-ce qui explique ce problème? On fait ce qu'on peut. On est en train de voir comment satisfaire la population pour que tout le monde arrive à avoir ses papiers à temps. Surtout dans notre commune, comme il y a tellement de lettrés, tous les militaires qui vont chaque fois sur les fronts là. Donc vraiment, on fait l'impossible même de satisfaire la population. Avec l'augmentation des audiences foraines que le président a demandé pour que tout citoyen arrive à avoir un acte de naissance. Donc, on a à peu près 99 auparavant, avant de clôturer. Mais maintenant, ça arrive jusqu'à 135. Et puis, on a plus de 35 registres qui attendent. Consciente de cette lenteur, la responsable de l'état civil de l'arrondissement communal Niamey 1 lance cet appel à l'endroit de la population. Et ce qu'on veut de la population, qu'ils soient patients. Parce que après l'accouchement, c'est les maternités qui vont faire leur travail. Quand ils font la déclaration, ils donnent aux concernés au moins 3 à 2 mois. Eux-mêmes, avant de nous amener les déclarations, ils peuvent faire au moins 2 mois ou bien 3 mois avant de les acheminer aussi à la centrale. Donc, arrivé ici, nous aussi, il faut qu'on fait la transcription. On les enregistre d'abord, on fait la transcription avant de donner ça au propriétaire. Donc il faut voir. Le registre, ça fait 100 enfants qu'on doit déclarer sur un même registre. Les 100 là, il y a 3 volets. Il y a 3 volets qu'on fait. Il y a la souche, il y a la statistique et le volet à remettre au déclarant. Donc c'est qui fait 300. Donc vous voyez, c'est pas facile. Il est porté à la connaissance de toute la population que la délivrance de l'acte de naissance n'est pas seulement du ressort des municipalités. Cependant, son obtention nécessite plusieurs procédures. Nous en venons à présent à notre invité du jour. Il s'agit du président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance AN2C, Moussilmi Malama Sita. Bonsoir Moussilmi. Oui, bonsoir à nouveau. Avec vous, nous allons parler un peu des quelques faits qui ont marqué l'actualité cette semaine. Commençons d'abord
par la manifestation des scolaires, vous le savez, donc au cours de laquelle plusieurs élèves ont été arrêtés pour faire des casses au cours de cette manifestation et malheureusement donc finalement qui ont été libérés après avoir payé des cautions. En tant que président de cette association qui œuvre donc dans le domaine du civisme au Niger, et d'abord comment vous appréciez cet acte de ces élèves? Merci Hassan Saleh pour cette opportunité que vous me donnez une fois de plus de parler en tout cas de sujets d'actualité nationale. Mais avant, vous me permettez d'avoir une pensée profonde à notre regretté cher grand frère Lawali Aboubakar, que Dieu ait son âme, et par voie de conséquence à tous les disparus, que Dieu les accueille dans son paradis éternel. Et ceci dit, je rappelle que l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance a pour vocation essentielle de contribuer à un changement profond de mentalité et de comportement, c'est-à-dire à un esprit civique fort et responsable. Et lorsqu'on parle d'éducation civique dans une nation, il faut voir tout simplement que l'éducation civique s'articule autour de 3 dimensions. La première dimension, c'est d'abord la famille. Il faut d'abord que l'enfant, dès au niveau de la famille, dispose d'une bonne éducation, c'est-à-dire où les parents, conscients de leur responsabilité et du devenir de l'enfant, essaient d'inculquer à l'enfant des valeurs positives qui font de la communauté et qui font que l'enfant, une fois grandi, ne sera pas plutôt une menace, mais plutôt, si vous voulez, un avantage et une utilité pour la communauté. Donc c'est ce qui fait que la cellule familiale, l'éducation à la cellule familiale, c'est le premier pilier et c'est l'aspect le plus important. Et donc à ce niveau-là, c'est la responsabilité parentale de faire en sorte que les enfants arrivent, parce que l'enfant il est porteur de l'image de la famille. C'est pour ça que souvent nous disons qu'il faut que les gens comprennent que leur éducation, c'est le reflet qu'ils donnent, parce que l'enfant, une fois qu'il est à l'école ou dans l'environnement, ça veut dire qu'il est porteur des valeurs de sa famille. Donc à partir de là, ça veut dire que les parents doivent prêter attention à ce que, en tout cas, leur éducation qu'ils donnent aux enfants dans l'intérêt de la communauté soit quand même une éducation très positive pour la communauté. Maintenant, le deuxième niveau, dans l'esprit de l'éducation civique, de l'éducation tout court, c'est l'enseignement. C'est au niveau de l'école. Donc c'est pour dire que, parce qu'à l'école, là, c'est des connaissances que l'enfant doit acquérir et que ces connaissances-là doivent permettre à l'enfant, plus tard, d'être utile, c'est-à-dire de les mettre en œuvre, en exploitation, au profit de la société pour contribuer à l'effort commun de construction de la cité. Donc à partir de là, une fois que l'éducation familiale étant réussie, ça veut dire qu'à l'école, l'enfant va avoir un comportement exemplaire parmi ses enfants et parmi ses camarades, et en même temps, il va avoir des gardes, parce que déjà à la famille, on l'a enseigné que tout celui qui est plus âgé que lui, il doit lui montrer du respect, vous voyez bien, il doit se comporter, avoir une bonne discipline. Ça veut dire qu'à partir de l'école, il ne devient pas un élément de menace, ni pour ses encadreurs, ni pour ses camarades. Donc ça veut dire qu'il va se comporter comme un sérieux, parce que, et là, c'est comme je dis encore une fois, il reflète l'image de sa famille. Donc il tient à sauvegarder l'image de sa famille. Donc c'est le niveau. Le troisième niveau dans l'éducation civique, c'est le niveau environnemental. C'est-à-dire quand on dit l'environnement, c'est là où l'enfant évolue. Vous savez très bien que, par exemple, l'école peut être dans un quartier, l'école, comme on dit, est voisine à d'autres structures et tout. Donc l'enfant a des camarades qu'il va embrasser au niveau de, je veux dire, à niveau de l'école. Et à ce niveau-là, c'est ça l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Et une fois que ces deux éléments-là, vous voyez bien, ça veut dire que dans l'environnement, l'enfant, il est encore toujours utile pour la communauté. Donc c'est pour ça que lorsque nous posons la problématique de l'éducation civique, nous voudrions que les gens comprennent d'abord la dimension. Et que une fois qu'on arrive à comprendre ces éléments-là, donc à partir de là, ça veut dire que nous sommes dans une logique de construction d'hommes de demain qui seraient capables d'être plus utiles à la société plutôt que d'être des menaces pour la société. Et c'est pour ça que ce qui vient de se passer, c'est tout à fait normal que chaque citoyen déplore ce qui vient de se passer, parce que, en fait, si on avait ensemble réussi le pari
de l'éducation civique, ça veut dire que nous pouvons faire des manifestations sans pouvoir atteindre ou attenter aux biens des autres. Parce que au-delà des biens que nous pouvons appeler de collectifs, c'est d'abord les biens individuels. Donc les biens individuels sont aussi nos biens. Parce qu'aujourd'hui, combien de fois nous avons utilisé les biens d'amis pour pouvoir satisfaire certains intérêts, certains besoins personnels. Donc c'est pour ça que quand on dit la collectivité, il faut que les gens comprennent que à l'intérieur de la collectivité, chacun a son intérêt qui est attaché. Et vous me permettez tout simplement pour conclure que, effectivement, c'est pour ça que le civisme se définit tout simplement comme étant le respect, l'engagement et la détermination, c'est-à-dire du citoyen par rapport à la collectivité. Donc il y a une forme d'attachement. Et quand on parle de respect, ça veut dire qu'un citoyen modèle, c'est celui qui a du respect à ses aînés, c'est celui qui a du respect à son environnement, à ses amis et à son travail, à tout ce qu'il fait. Et il est engagé. Ça veut dire qu'il va faire en sorte qu'il n'y ait pas de faille et que son boulot ou bien, en tout cas l'environnement dans lequel il évolue, tout ce qu'il peut apporter comme contribution, il peut le faire pour que, en tout cas, les choses marchent bien. Et la détermination, ça veut dire qu'au péril de sa vie et de tout ce qu'il a comme bien, il est disposé, en tout cas, à accompagner la construction nationale ou la construction de la collectivité. Donc voilà un peu l'essence et la vision et l'objectif que la NDC est en train de poursuivre depuis sa création, et à partir de là, nous avons fort conviction que c'est pour ça si vous voulez, notre slogan, nous disons que le développement, la clé du développement de notre pays reste et demeure un esprit civique fort et responsable. Et maintenant, dans cette logique, nous avons estimé que aujourd'hui, on parle de changement de mentalité et de comportement. Mais la réalité, c'est quoi? Est-ce que je vais dire que c'est la mentalité de Hassan Saleh qui n'est pas la bonne, mais que c'est la mienne qui est la bonne, ou c'est celle de l'autre qui n'est pas la bonne? À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pour ça que nous avons réfléchi, nous avons dit que non, pour qu'il y ait c'est-à-dire atteinte à l'idéal commun, le changement profond de mentalité et de comportement, il faut définir une stratégie. Et la stratégie, c'est quoi? C'est aller sur une référence. Parce que toute nation se développe autour d'une référence. Et c'est pour ça que nous avons dit, la référence pour nous, c'est la responsabilité. Et c'est pour ça que vous avez vu, lors de la première édition de la Journée nationale du civisme que nous avons organisée le 25 février 2012, nous avons solennellement, avec l'ensemble des participants, adopté le slogan Niger, pays des hommes responsables, pour dire qu'un citoyen nigérien, tout simplement, est un homme responsable. Et lorsqu'on dit que vous êtes un homme responsable, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui prête attention dans vos faits, dans vos gestes, dans vos paroles, que ce soit en public ou avec vos amis, pour pouvoir créer les conditions d'une société paisible, d'une société de bien vivre, et surtout pour être utile à la communauté. Parce que la finalité de l'homme sur terre, c'est son utilité pour sa communauté. Donc voilà ce que moi je peux dire par rapport à ça. Et je pense que nous pouvons tout simplement émettre le vœu que prochainement, nos camarades scolaires, nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, en tout cas, veilleront à travers leurs différentes structures à ce que, même s'il y aurait manifestation pour exprimer en tout cas certaines revendications, les gens vont aller dans le sens de la responsabilité. Oui, un autre fait, donc toujours au cœur de l'actualité, au Niger, c'est cette situation à l'université Abdou Moumouni de Niamey, née justement de séries de grèves des enseignants-chercheurs. Et il y a quelques jours de cela, au niveau de l'Assemblée nationale, les députés ont voté la loi autorisant désormais les autorités à nommer les recteurs et les vice-recteurs. Une décision carrément rejetée par le SNEX. Donc le bras de fer continue. Et de l'autre côté, ce sont les étudiants visiblement qui sont les terrains. Vous, à votre niveau, quelle est votre réaction par rapport à ce poste? Bon, sur ce sujet, Hassan Saleh, je crois que j'ai eu la chance, où nous avons eu la chance de participer à un débat sur ce même plateau, et d'ailleurs avec une voix autorisée qui est le SIG même du SNEX. Et je crois bien que dans le cadre de ce débat-là, si je me rappelle très bien, moi j'ai été celui qui a tout simplement dit que ce qui est en train de se passer au niveau de l'université, je pense que nous disons c'était même bien fait pour les enseignants-chercheurs, parce que c'est des gens qui ont été longtemps restés complices de ce système-là, et qui, au moment où ils devront faire preuve de responsabilité
que ce soit par rapport à la vie sociopolitique du Niger tout court, et particulièrement par rapport au système éducatif de façon générale. Parce que j'avais dit qu'ils sont au diapason de l'intelligentsia au Niger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute réforme, de l'école primaire jusqu'à l'université, que l'État est appelé à faire, normalement le SNEX doit, dans le cadre de sa responsabilité, je l'avais dit, si vous voulez, de sauvegarde des valeurs intellectuelles au Niger par rapport à l'avenir, parce que l'éducation c'est l'avenir de toute nation, le SNEX doit prouver sa solidarité. Vous avez vu combien de fois le SINASEP, qui représentait le corps des enseignants, surtout au niveau du primaire, le SINASEP a fait combien de débrayages par rapport à ce qu'on prend de façon générale dans le cadre de ce régime-là, par rapport à leur revendication. Aujourd'hui même le système de contrat, le SNEX, si le SNEX était un syndicat responsable, le SNEX pouvait peser de son poids pour dire à l'État, il faut mettre fin au contrat. Parce que j'avais dit, l'école, si vous voulez, c'est une chaîne, c'est un système. Lorsque vous êtes à l'école primaire, un enfant qui n'a pas eu une bonne base, un bon niveau d'éducation et d'enseignement à l'école primaire, au collège, comment peut-il être performant? Quand il va au lycée, c'est toujours la même chose. Et à l'université, et ça veut dire que eux, parce que c'est là-bas le produit fini. Donc eux, les enseignants-chercheurs, c'est eux qui reçoivent le produit fini du système à partir du primaire. Mais vous voyez, c'est des gens qui se soucient pas mal de tout ça là, et ils n'ont jamais posé cette problématique pour dire à l'État non. Ça là, c'est la contractualisation. Et il faut mettre fin à cette contractualisation là. Et quand il s'était même agi de la question de l'évaluation, où tout le monde était conscient que non, l'évaluation, la façon dont le gouvernement... Je me rappelle très, moi j'avais participé à un débat avec le DRH de l'éducation de l'enseignement primaire, où j'avais dit non. Aujourd'hui, l'État, dans l'esprit de l'évaluation, voulait juste une stratégie pour casser le mouvement du SINASEP, parce qu'à un moment, quoi qu'on dise, le SINASEP était devenu un syndicat gérant, parce que pratiquement dans le secteur, c'est le seul syndicat qui tenait tête par rapport, en tout cas, à la gouvernance, par rapport à leurs droits. Et pour le gouvernement, c'était la meilleure formule qu'il fallait trouver pour tout simplement démoraliser ou même éparpiller. Et je pense que si on doit faire une analyse objective, pour le gouvernement, si on leur demande en tant que représentant de l'État, eux, ils ont trouvé satisfaction dans le système d'évaluation. Mais un analyste averti, les gens avaient dit que non. L'évaluation ne peut que produire un effet contraire, parce qu'à la fin, ça va se solder à des milliers d'enseignants qu'on va chasser, et par voie de conséquence à des centaines ou des milliers de classes qui seront fermées, et des victimes qui seront les enfants du peuple. Pendant toute cette période-là, les enseignants-chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et pire, vous avez vu l'année passée, quand il y avait eu le bras de fer avec les étudiants, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on avait dit ça. Et j'ai rappelé ça au SG du SNEX le jour du débat. J'avais dit non. Pendant la période-là, ce que vous avez fait aux étudiants là, de l'UNUN, c'était pas responsable. Parce que pour une affaire, je vais dire, un incident qui paraît banal, vous êtes parti jusqu'à bloquer de cours, vous êtes parti jusqu'à exiger, à exclure des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Et vous étiez fiers, et vous êtes mis dans une complicité avec le gouvernement pour le faire. Et j'ai dit aujourd'hui, et d'ailleurs aujourd'hui la question pour laquelle les enseignants-chercheurs sont en train de faire ces débrayages-là, en toute objectivité, est-ce que cette question vaut la peine? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas par rapport à la qualité, ce n'est pas par rapport aux conditions de déroulement des cours. Donc, ce n'est pas par rapport aux intérêts cardinaux même de l'université qui sont en grève. Mais c'est à des intérêts particuliers, parce que c'est par rapport, et le SG l'a rappelé ici, que c'est par rapport au processus de nomination d'un recteur et celui du Maradi. Donc, vous voyez bien, donc à partir de là, nous pensons qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Et d'ailleurs, vous me permettez, hein, moi peut-être là, certains vont me trouver peut-être paradoxal, mais moi je crois que je ne voudrais pas trop tergiverser sur cette question. Je dis, les enseignants-chercheurs n'ont que ce qu'ils méritent, et il est vrai que les victimes seront les enfants du peuple qui sont les étudiants, mais à ce niveau-là, moi j'interpelle la responsabilité du gouvernement. Et cette responsabilité du gouvernement, c'est une proposition que je formule. Et ma proposition, c'est que je proposerai à ce que le gouvernement, dans un esprit responsable et patriotique, décide d'un passage automatique à tous les étudiants du Niger. Parce qu'il y avait une jurisprudence où au Niger, on a connu des années perturbées, où après l'État, en son temps, a pris la décision souverainement pour dire que tous les élèves au Niger du lycée, collège, bénéficient d'un passage automatique. Et à partir de là, l'avantage que cette décision aurait, c'est que le gouvernement
ce serait racheté vis-à-vis des étudiants. Parce qu'il ne faut pas oublier un contentieux. Aujourd'hui, les étudiants en veulent parce que le gouvernement n'a pas été capable d'honorer pas mal d'engagements. Et aujourd'hui, la population ne peut pas accepter, du fait du comportement et de l'attitude du SNEX, qu'aujourd'hui leurs enfants soient sacrifiés. Parce que dans tous les cas, il est vrai, certains vont dire, mais on va faire passage automatique à l'université. Est-ce qu'il y a des gens qui méritent ou des gens qui ne méritent pas? Mais comment on va, de par cette attitude, pénaliser aussi des gens qui méritent? Quelqu'un qui a œuvré et travaillé pour avoir son bac, personne ne peut dire qu'il ne mérite pas. Mais c'est notre système universitaire, la façon dont même les cours se tiennent à l'université qui font en sorte qu'aujourd'hui, et la preuve, vous avez vu combien de fois des étudiants qui sont recalés dans l'université de Niamey, quand ils se retrouvent à l'extérieur, ils sortent majeurs de leur promotion. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc à partir de là, moi je pense que la solution de ce bras de fer, c'est que le gouvernement, je dis encore une fois, dans un esprit patriotique, nationaliste et de responsabilité, décide du passage automatique de tous les étudiants du Niger, de toutes les universités, et créer les conditions pour que d'ici la rentrée de septembre prochaine, il fasse une réforme approfondie par rapport à l'enseignement supérieur. Parce que je vous assure, aujourd'hui, ça fait honte du comportement de nos enseignants-chercheurs. Souvent, certains se posent même des questions. Est-ce qu'on a même des intellectuels dans ce pays-là? Donc, vous voyez bien. Donc, moi, je pense que vraiment, ils sont restés longtemps complices et n'ont regardé. Et c'est ce qui démontre que souvent, les gens ont fait des problèmes de personnes. Et c'est pour ça que je dis, nous, dans notre vision de gouvernance globale de la société civile, ou même de tout ce que les gens peuvent appeler du syndicat, nous, on ne voit pas les choses dans l'angle de combat ou de lutte, mais de contribution à la construction nationale. Parce que chaque citoyen, ou de la façon dont il peut, c'est-à-dire dans la limite de ses possibilités et de ses moyens, les actes pour le travail qu'il fait, il contribue dans des efforts communs de construction nationale. Donc nous pensons que nous sommes tous disposés à aider pour la prospérité. Et en conséquence, on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'on dise que non, on va arriver à fin avril, à fin mai, les anciens chercheurs, dans tous les cas, eux, ils se retrouvent dans des consultations, certains sont conseillers à la présidence, à la primature, et à la fin, on va dire non, non, les étudiants, c'est fini l'année, il faut maintenant attendre septembre pour dire qu'il faut maintenant aller finir les cours. Donc ça veut dire que pour finir 4 ans à l'université ou 5 ans le Master 2, parce que dans un cursus normal, tu n'as que 5 ans pour finir ton Master 2. Ça veut dire qu'il te faut passer 10 ans. Alors que nos camarades dans les autres pays, aujourd'hui, on va dans certains pays de la sous-région, je ne vais pas citer de nom. Quand on va te dire un docteur, c'est quelqu'un qui a 25 ans, 26 ans. Il est déjà docteur. Quand on parle de circuit normal. Donc moi, je pense que vraiment, si le gouvernement arrive dans cet esprit de responsabilité patriotique et nationaliste, non seulement il serait racheté vis-à-vis des étudiants, et certainement qu'ils auraient créé. Parce qu'en tout cas, nous, aujourd'hui, nous pensons que vraiment, le SNEX doit répondre par de son comportement complice et de ne pas se montrer solidaire dans tout ce qui s'est passé par rapport au système éducatif nigérien de façon générale. Ok, donc le dernier aspect de notre entretien, Mousselmi, c'est la situation sécuritaire qui est toujours aussi au cœur de l'actualité. Et vous avez suivi tout à l'heure, il y avait une rencontre des chefs d'état-major des pays du bassin du lac Tchad qui sont venus ici à Niamey pour parler de la lutte contre Boko Haram. Et ici, un peu à l'ouest, dans la région de Tilagari, la situation aussi est toujours au cœur de l'actualité avec des petites attaques. Quand vous voyez cette lutte contre le terrorisme? Là, vraiment, sans vous m'excuser, je ne suis pas un spécialiste des questions sécuritaires, mais je constate tout simplement avec vous et comme tous les autres que ces derniers temps, il y a une recrudescence quand même de la situation sécuritaire, que les populations sont menacées, que les populations sont victimes, que l'État peut certainement même est essoufflé de tout ce qui est en train de se passer. Mais nous disons tout simplement que vraiment par rapport à la question sécuritaire, il faut tout simplement reconnaître que c'est l'échec de la politique gouvernementale. Le gouvernement a échoué dans son approche et dans sa façon. Parce qu'en réalité, les analystes avertis avaient interpellé le gouvernement sur le danger de faire recours à des forces étrangères pour pouvoir, j'allais dire, sous-traiter sa sécurité. Parce que les questions sécuritaires sont des choses qui relèvent de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, même si je ne suis pas spécialiste de la question sécuritaire, certainement que aujourd'hui nos armées sont démoralisées, nos armées n'ont même pas de marge de manœuvre par rapport aujourd'hui à la présence étrangère. Parce qu'il faut tout simplement se dire que dans certaines zones où ces troupes étrangères sont en train d'opérer, ça veut dire que nos armées n'ont même pas le droit de mettre pied.
Vous voyez bien, au risque elles-mêmes de se prendre au piège. Et souvent, je pense que quand vous avez suivi aussi dans les interventions du chef d'état-major nigérien, je crois qu'il y a quelque chose de très sage et de très important. C'est-à-dire qu'il a été très diplomatique. Parce que quand ils disent tout simplement que la question de Boko Haram, on a présenté ça comme une affaire de religion, moi je suis d'avis avec lui. On peut prendre l'histoire. On prend l'histoire tout simplement depuis l'Antiquité pour venir. L'islam, personne ne va dire. Et d'ailleurs, si vous voulez, il faut demander les théologies, il faut demander les grands oulémas, ils vont vous décrire que c'est l'islam qui a modernisé même les guerres. Parce qu'il n'y a pas même dans les djihad où les gens s'affrontent. D'abord, un musulman, je l'ai toujours dit, un musulman n'attaque jamais quelqu'un par derrière. C'est toujours face à face. Un musulman n'attaque jamais quelqu'un par derrière. C'est toujours face à face. Et même pendant la guerre sainte ou les guerres saintes, lorsque l'autre, pour les musulmans, lorsque les adversaires, ils déposent les armes, les musulmans les traitent avec respect. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas que les gens acceptent une certaine manipulation. Et là, j'interpelle deux aspects, deux composantes dans notre nation. La presse. Là, je vous interpelle parce que souvent, nous avons l'impression que vous faites du copier-coller. C'est-à-dire que vous utilisez tout simplement les canaux de communication de certains pays ou de certains lobbies pour faire leur jeu. Parce qu'il faut faire très attention. Je l'ai dit toujours souvent dans nos débats, il faut faire très attention à certains concepts. Parce qu'on a fini par comprendre qu'aujourd'hui, le concept de terrorisme, c'est tout simplement une identité qu'on a collée à un musulman. Ailleurs, quand des crimes se font, quand des choses se passent, lorsqu'ils n'ont pas cette identité-là, là, on ne parle jamais de terrorisme. Mais quand ici, c'est dans un pays musulman ou en tout cas arabo-musulman, là, donc, et pourtant, c'est la presse qui fait cette propagande-là. Donc, je dis à ce niveau-là, moi, j'interpelle la responsabilité de la presse à faire attention dans l'utilisation de certains concepts. Deuxièmement, nos intellectuels, c'est là où souvent nous avons mal au fond de nous. Parce que souvent, quand on a l'impression que dans certaines conférences, les conférenciers ou les intellectuels s'appuient sur certaines thèses que certains ont développées dans leur intérêt. Ils ne cherchent pas à démonter que non, ce qu'on dit là, ça ne peut pas s'appliquer dans un pays par exemple comme le Niger. Ça ne peut pas s'appliquer. Aujourd'hui, je suis d'accord que par exemple au Niger, on peut dire qu'il y a du banditisme résiduel. Je suis d'accord qu'on peut dire qu'il y a ça ne peut jamais manquer. Jusqu'à la fin des temps, ça ne peut jamais manquer. Vous voyez bien. Et qu'il faut vraiment qu'à ce niveau-là, ensemble, nous fassions attention. J'ai dit encore une fois qu'il faut reconnaître que c'est un échec de la politique gouvernementale par rapport à la gestion de la question sécuritaire. Et aujourd'hui, même si l'armée ne peut pas sauter, dire, au fond, tout le monde sait que l'armée, comme on dit, subit dans la douleur tout son mal. Et que le chef d'état-major l'avait dit que les ressources qu'ils sont en train d'utiliser à ce niveau-là pourraient leur servir. Parce que les ressources-là auraient été utilisées dans beaucoup de projets de développement, dans beaucoup de politiques de développement. Malheureusement, on a l'impression qu'il y avait une manipulation parce qu'il y a eu dans l'esprit de la géopolitique ou la géostratégie, il y a des objectifs de long terme qu'on a fixés et que maintenant on se met dans une logique où dans tous les cas, les gens qui cherchent la paix et la sécurité, est-ce qu'ils ont même l'esprit pour me réfléchir à des actions véritables de développement qui peuvent demain, peut certainement, garantir leur véritable indépendance ou leur véritable autonomie. Merci Mousselmi Madame Sita pour ces analyses. Je rappelle que vous êtes le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Point final de cette édition. Merci mesdames et messieurs à vous de l'avoir suivi. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.